Ce moteur conçu et assemblé dans les usines Bristol à Filton, ville du nord-ouest de l'Angleterre, équipèrent plus de 250 avions anglais. Il connut, entre 1939 et 1945, plusieurs évolutions sous les appellations Taurus II, III, VI, XII et XVI. Les Bristol furent également équipés dès 1941 de moteurs similaires mais de la marque Pratt & Whitney. Avant chaque mission, les pilotes reçoivent du Coastal Command leurs consignes de vol, précisant les objectifs et les dangers particuliers pour chaque opération. Ils disposaient à leur bord de différents documents, dont un concernant le protocole de démarrage des moteurs Taurus. Les Beaufort accomplirent de très nombreuses missions de reconnaissance ou d'attaque. Ils effectuèrent entre autres le torpillage des bâtiments de guerre allemands Gneisenau et Scharnhorst dans le port de Brest le 6 avril 1941 et un raid sur Treboul le 29 novembre de la même année, où la cible était, cette fois, l'hôtel de la baie. Car cet établissement abritait un grand nombre d'officiers de la Kriegsmarine en villégiature entre deux missions. Un très grand nombre d'opérations de sauvetage furent menées par ces avions en localisant les naufragés des bateaux coulés par l'ennemi. Ce bimoteur, largement utilisé au début de la Seconde Guerre mondiale, pouvait être équipé, au choix selon la nature de l'objectif, d'appareils de prise de vue pour la reconnaissance, de mines largables pour entraver les mouvements des navires ennemis. Il pouvait embarquer jusqu'à 900 kg de bombes ou une torpille de 450 mm pesant 728 kg. À quelques mètres, un amas de tubes nous fait penser au reste d'un train d'atterrissage. Une extrémité en acier inoxydable est à peine souillée par les années passées dans l'eau. Une carcasse d'un pneu est restée prisonnière d'une partie du train. Nous trouverons quelque temps plus tard un autre morceau marqué Dunlop. Sous le sable, nous mettons à jour une partie d'une aile.
Il ne reste plus que la moitié supérieure de la voilure, elle repose à l'envers. Les autres parties ont disparu avec le temps. Gisant à même le sable, des morceaux de culasse et de cylindres reposent depuis plus de 60 ans près du moteur où ils avaient été assemblés jadis avec précision. De nombreuses recherches ont été effectuées pour délimiter la zone du crash. Ici, Eric met à jour une pédale de palonnier. La sangle en cuir permettant de maintenir le pied du pilote est encore en place. Quand les conditions météo ne sont pas favorables, nous utilisons un détecteur de métaux, ce qui nous facilite la tâche dans cette détermination de zone. Ici, une des nombreuses cartouches alimentant les mitrailleuses est localisée parmi les algues. C'est une balle de calibre 7 mm 7. Cette recherche est très fastidieuse, car un très grand nombre d'objets métalliques déclenchent l'alarme du détecteur, nécessitant à chaque fois un contrôle visuel de l'écho après avoir dégagé la couche de sable mélangée à la base. Le faible courant de marée éloigne naturellement les sédiments comme un nuage de poussière. Une masse métallique fait couiner le détecteur. Ce signal sonore est reçu par le plongeur par une petite oreillette glissée sous la cagoule de la combinaison. Elle n'est pas directement positionnée sur l'oreille, mais juste derrière le pavillon, afin d'éviter les problèmes éventuels d'équilibrage de pression lors des descentes vers les sites de recherche.
Avec précaution, une boîte de connexion électrique voit le jour. Elle est marquée, comme presque toutes les pièces de l'avion, du symbole de la Royal Air Force. À quelques dizaines de mètres au nord de la zone, des témoins immobiles nous ramènent à la triste réalité de la guerre. 2 bombes gisent à même la roche, à 8 mètres de profondeur. Cette première mesure près d'1 mètre de longueur pour un diamètre de 40 cm. Elle correspond au calibre des bombes de 500 livres anglaises que les Bristol Beaufort pouvaient embarquer. Leur présence sur la zone laisse penser que l'avion a été abattu avant d'atteindre son objectif, car les consignes étaient de ne pas rentrer avec des explosifs à bord et de les larguer si nécessaire en mer avant le retour à la base si le bombardement n'avait pas pu avoir lieu. La seconde, un peu plus loin, d'un calibre inférieur, ne mesure que 80 cm pour un diamètre de 0,35 m. C'est probablement une bombe de 250 livres. Jugeant trop dangereux la présence de ces explosifs, nous alertons les affaires maritimes qui enverront le 6 octobre 2004 le groupe de plongeurs démineurs de la Marine nationale sécuriser la zone. Les 2 explosifs seront déplacés et pétardés au large. C'est au cimetière de Quiberon que reposent les dépouilles de 3 des 4 aviateurs du Bristol Beaufort AW216, portés manquants lors de la mission du 2 décembre 1941. Le corps du 4e homme, le sergent John F. McGee, ne sera jamais retrouvé. Un second appareil de la même escadrille, l'AW221, disparaîtra également. L'avion s'abîmera en mer au large de Guérande.